Dans le quotidien de nos vies modernes, il existe une activité simple mais essentielle, faire ses courses au supermarché. Pour remplir nos cuisines de denrées essentielles, satisfaire nos envies gourmandes ou découvrir tout simplement de nouveaux produits. Que ce soit un plaisir ou une corvée, même si l'inflation oblige parfois à se restreindre pour limiter les dépenses, il y a une certitude. En foulant l'entrée du supermarché, traversant les portes automatiques, déambulant dans les rayons animés, personne ne s'attend à y perdre la vie dans des circonstances atroces. Et pourtant, le jeudi 9 mai 2019, Sandra Binet, une étudiante à Créteil, disparaît mystérieusement. Ses proches sont inquiets, ce n'est pas son genre de disparaître ainsi du jour au lendemain, sans donner le moindre signe de vie. La dernière fois qu'elle a été vue en vie, elle prospectait dans un supermarché dans le cadre d'un stage pour ses études. Qu'a-t-il bien pu arriver à Sandra, cette jeune femme rayonnante et pétillante dont la vie s'est brutalement arrêtée ? Bonjour à tous, ici Morgiane, on se retrouve aujourd'hui pour mener l'enquête. Nous sommes le jeudi 9 mai 2019 à Créteil. Ce jour-là, Sandra Binet, 23 ans, qui vit avec sa mère Jawida et sa sœur Indra, se lève tôt car c'est une journée bien remplie qui l'attend. Aujourd'hui, elle est en déplacement dans le département de l'Essonne où elle doit faire du démarchage dans plusieurs supermarchés dans le cadre de son stage de master en management à l'université de Paris-Est Créteil. Son objectif du jour est de placer des produits dans les supermarchés alentours pour le compte d'une marque de crème glacée bio et vérifier que les produits sont correctement posés dans les rayons. Au cours de la matinée, elle profite de quelques moments de pause pour échanger plusieurs messages avec sa famille et sa meilleure amie Amina. Elle appelle d'ailleurs sa mère à qui elle laisse le message suivant. En gros, elle lui dit « Voilà, j'ai terminé, je rentre, prépare-moi des carottes râpées, je t'aime ». Elle précise aussi qu'il lui reste un dernier supermarché à visiter avant de rentrer à la maison. Un message simple, d'une banalité déconcertante. Le genre de message qu'on peut recevoir d'un proche sans se douter une seule seconde que c'est la toute dernière fois qu'on entend le son de sa voix. Donc après une matinée entière à parcourir l'Essonne au volant de sa voiture, elle décide qu'il est bientôt temps de rentrer à la maison. Vers midi, on suppose donc qu'elle visite le dernier supermarché de sa liste avant de prendre la direction de son domicile à Créteil. Mais ensuite, c'est le silence radio. Sandra ne répond plus au message et ne donne plus aucun signe de vie. Logiquement, les proches de Sandra pensent d'abord que la jeune femme est juste un peu en retard. Sandra est une personne habituellement ponctuelle, mais en soi, un imprévu, des embouteillages sur la route, ça peut arriver à tout le monde. Sauf que le temps passe et il n'y a toujours aucune trace de Sandra qui ne répond même plus aux appels téléphoniques de sa mère. Cette dernière se fait du souci et si la jeune femme avait été victime d'un accident de la route. Après tout, elle était au volant de sa voiture et malheureusement ce sont des choses qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on le pense. Mais il n'y a aucun accident de la route signalé ce jour sur le trajet emprunté par Sandra. Amina, sa meilleure amie, raconte avec émotion l'angoisse ressentie ce jour-là. On n'a pas mangé, pas dormi, on voulait retrouver Sandra. Le soir venu, Sandra n'est toujours pas là. L'inquiétude est à son paroxysme. Sa mère, complètement perdue, passe la nuit entière à guetter l'arrivée des voitures, priant de toute son âme pour voir apparaître le véhicule de sa fille, mais hélas, toujours rien. Sandra s'est comme volatilisée. La famille va voir les autorités pour déclarer la disparition inquiétante de l'étudiante, mais cette disparition n'est dans un premier temps pas prise au sérieux. En effet, vous le savez sûrement si vous regardez beaucoup de vidéos sur des affaires criminelles, en France, une personne majeure a tout à fait le droit de disparaître du jour au lendemain sans prévenir qui que ce soit. Les forces de l'ordre ne semblent donc pas enclins à partir à la recherche de Sandra dans l'immédiat. Alors sa mère, sa sœur, Amina, Rania et d'autres amis décident de prendre elles-mêmes les choses en main et d'effectuer des recherches par leurs propres moyens. La jeune femme est très activement recherchée par ses proches, morte d'inquiétude à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave.
Méthodiquement, l'entourage se rend dans chaque Franprix où elle s'est arrêtée le matin de sa disparition. Ils récupèrent la liste des supermarchés visités par Sandra et c'est ainsi qu'ils atterrissent au fameux Franprix de Quincy sous Sénart. Je suppose qu'une fois là-bas, ils ont dû demander au personnel s'ils ont vu Sandra, ils leur ont probablement et très certainement montré des photos d'elle, et une chose est sûre, la famille remarque d'emblée que l'ambiance a l'air tendue. Un des employés, un certain Shamran, paraît bizarre. L'homme est mutique, la communication est compliquée car il ne parle pas français, il jette des regards un peu étranges et on a l'impression qu'il cherche à leur cacher quelque chose. D'abord, il nie formellement que Sandra est venue au Franprix le 9 mai. L'entourage demande tout de même à avoir accès aux images de vidéosurveillance. Là encore, bizarrement, on leur dit qu'il n'y en a pas étant donné que les caméras sont hors service. L'employé se justifie, bafouille, donne des informations contradictoires sur l'absence d'enregistrement vidéo. Bref, vous l'aurez compris, tout cela est très louche. Cet homme semble accepter à contre-cœur que les femmes accrochent sur la façade du supermarché un avis de disparition de Sandra. Au sujet de cette étrange entrevue au Franprix de Quincy sous Sénart, la mère de Sandra raconte au sujet de Shamran. Il était là, comme un gaillard. Quand on lui a demandé s'il avait vu Sandra, il a répondu par la négative. Elle ajoute au sujet de Sandra. Dans le magasin, j'ai ressenti qu'elle ne devait pas être loin. C'est un instinct maternel. Et vous verrez par la suite que la maman de Sandra, finalement, a vu juste, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. La famille quitte le Franprix et recherche toujours la jeune femme, ignorant encore où elle est. Par la suite, le dimanche 12 mai, dans la soirée, en parcourant la ville de Valenton, une des amies de la jeune femme disparue remarque sa voiture, une Peugeot 206, garée avenue Duranton, non loin d'un arrêt de bus. L'entourage, prévenu de la découverte, entreprend de se déplacer avenue Duranton pour inspecter la voiture et il y a plusieurs éléments étranges qui leur sautent aux yeux. D'abord, d'après Amina, la voiture est, je cite, trop bien garée pour que ce soit Sandra. Et elle est très très propre alors qu'il avait plu toute la semaine. Ensuite, Rania, une autre amie, remarque que le siège conducteur est fortement reculé, alors qu'au contraire, d'habitude, il est fortement avancé du fait que Sandra est un petit gabarit. Elle mesure selon les différentes sources entre 1,55 m et 1,58 m. On remarque aussi, et là c'est un peu plus inquiétant, un bout de tissu blanc qui dépasse du coffre. Sans attendre, suite à cette découverte assez déconcertante, elles appellent immédiatement les autorités qui forcent l'ouverture de la voiture et c'est ainsi que Sandra est retrouvée morte dans le coffre de sa propre voiture 4 jours après sa disparition. Elle a des liens attachés autour des poignets et des chevilles, son visage est entièrement recouvert de scotch bleu. Avant de poursuivre avec l'enquête, essayons d'abord de savoir qui est Sandra Binet. Alors Sandra naît dans une famille franco-algérienne composée d'une mère donc algérienne nommée Jawida et d'un père français nommé Gérard. Ses parents font connaissance dans un premier temps par correspondance, la relation devient de plus en plus sérieuse et les deux finissent par se marier en 1993. Au sujet de cette relation, la mère de Sandra raconte. Nous avons décidé de respecter chacun nos religions et nous avons élevé nos enfants de cette façon. Après leur union, le couple accueille rapidement 2 filles, Sandra l'aînée, suivie l'année d'après d'Indra la petite sœur. Les filles vivent dans une famille heureuse, aimante, mais la vie n'est pas de tout repos, car Sandra perd son père qui décède des suites d'un cancer. Un coup dur pour la famille qui se retrouve privée d'un de ses piliers. La mère raconte d'ailleurs à ce sujet « Ça a détruit mes filles, même si, avec le temps, ça s'est amélioré ». On peut donc aisément comprendre que le décès de Sandra est aussi un véritable coup de massue pour Indra et Jawida. La famille se retrouve amputée d'un 2e membre. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste détermine la cause de la mort. Sandra est morte par asphyxie, elle a été étranglée. De l'ADN masculin est retrouvé sous ses ongles et sur le jean de la victime. Cet ADN correspond à celui de Shamran, cet employé qui avait fait une très mauvaise impression à la mère de Sandra. En raison donc de ce match avec son ADN et son comportement très suspect,
Shamran, Mehmood Raja est directement suspecté d'avoir tué la jeune étudiante en l'étranglant quand il était seul avec elle dans le supermarché Franprix où il est employé. Il aurait, selon les enquêteurs, dans un premier temps conservé le corps de Sandra dans la chambre froide du supermarché, puis l'aurait déplacé 2 jours après le meurtre pour le mettre dans le coffre de la voiture de la jeune femme, car le médecin légiste constate que l'état de décomposition du corps n'est pas avancé. On sait donc que le corps a été à un moment conservé dans un milieu très froid. Shamran est un Pakistanais de 32 ans, employé clandestinement dans le Franprix, qui appartient à son cousin. Le jour de la disparition de Sandra, l'employé était affecté à la caisse. Interrogé par les enquêteurs, il change plusieurs fois sa version des faits. Si au début, il nie formellement avoir vu Sandra, il finit tout de même par donner une autre explication. Selon lui, il ne serait pas responsable du décès de la jeune femme et accuse un mystérieux client roumain, un soi-disant habitué du magasin qui travaillerait dans le bâtiment et qui aurait soudainement attaqué la jeune femme dans un des rayons de la supérette. Lui, au contraire, aurait tenté d'aider Sandra, mais n'y serait pas parvenu. Ce Roumain se serait enfui juste après l'attaque. Bien entendu, les enquêteurs creusent cette piste, mais il se trouve que ce Roumain dont il parle est purement fictif, ça ne tient pas la route. Le suspect donne des versions contradictoires, alors au début, le Roumain est décrit comme blond, plutôt mince, et par la suite, il est dépeint comme un homme brun, baraqué, grand et très musclé. Après vérification via des images enregistrées par les caméras extérieures au Franprix, il n'y a aucune trace de l'entrée de ce Roumain dans le supermarché, ni de la soi-disant fuite de ce dernier. Nul doute que ce protagoniste a été inventé de toutes pièces pour brouiller les pistes. Quand cette explication tombe à l'eau, Shamran raconte alors une nouvelle version des faits. Il dit que la jeune femme serait tombée accidentellement dans les escaliers du local de stockage et que, ne sachant que faire, il l'aurait dissimulée dans la chambre froide avant de se débarrasser du corps en le plaçant dans le coffre de la voiture. Mais là encore, ça ne colle pas. Au vu de l'état du corps, il ne s'agit clairement pas d'un accident, il y a eu une lutte. Et à la question, si c'était un accident, pourquoi ne pas avoir tout simplement appelé les secours? Eh bien encore, l'accusé n'a pas de réponse claire à fournir. Avec tous ces éléments réunis contre Shamran, ce dernier est placé en détention provisoire en attendant son procès. Ses complices présumés restent libres, mais placés sous contrôle judiciaire. Car en effet, si Shamran est accusé du meurtre, certains membres de sa famille sont suspectés de l'avoir couvert et de l'avoir aidé à déplacer le corps, car il est évident qu'il n'aurait jamais pu porter tout seul le corps de Sandra du Franprix vers le coffre de sa voiture. Avec les résultats de l'enquête et ce triste dénouement, c'est un véritable choc pour la communauté christolienne. Une marche blanche est organisée à Créteil en hommage à cette jeune femme partie trop vite et en signe de soutien pour la famille de Sandra dont la vie se retrouve chamboulée pour toujours. 5 ans plus tard, en janvier 2024, les accusés comparaissent devant la cour d'assises du Val-de-Marne de Créteil. Ils sont 4 hommes à comparaître devant le juge et ils sont tous d'origine pakistanaise, dont 2 d'entre eux sont de nationalité française. Dans le box des accusés, il y a donc Shamran, le principal accusé du meurtre de Sandra Binet, son oncle, son frère et son cousin sont quant à eux accusés de recel de cadavres et d'altération de la scène de crime. En effet, ils auraient aidé le tueur à déplacer le corps de la jeune femme après le meurtre. Au cours du procès, il y a plusieurs déclarations poignantes de l'entourage de Sandra. Amina qui déclare « Je pense que les personnes qui ont fait ça à Sandra, ils ne l'ont pas fait qu'à elle, ils nous ont tous assassinés. » Indra, la petite sœur, dira « Je suis en colère quasi tout le temps, c'est épuisant d'être en colère. En tuant ma sœur, il a détruit ma vie, celle de ma mère et de toutes ses amies. » La mère de Sandra, quant à elle, s'exprime sur la douleur d'avoir perdu un être cher dans des circonstances aussi dramatiques. Ça fait 5 ans qu'on souffre, et je vais souffrir toute ma vie. Quand je pars au cimetière, je me dis que Sandra est simplement en train de dormir. Une partie de moi est morte. Je regarde sa photo, et j'espère de toutes mes forces qu'elle va revenir là, à l'instant. Elle était jeune, elle avait toute la vie devant elle. Quand je vois ses anciens amis qui ont leur diplôme, qui se marient, j'aimerais qu'elle soit là avec eux. Face à des phrases aussi poignantes, on ne peut que compatir à la douleur de cette mère endeuillée qui tente de survivre du mieux qu'elle le peut dans cet immense état de souffrance. Et pourtant, malgré la détresse apparente des proches de Sandra à la cour,
Shamran reste impassible, il nie les faits en bloc. Il prétend que la mort de Sandra aurait été causée toujours par ce fameux client non identifié, le fameux Roumain, dont on n'a aucune trace. Et dans cette affaire, il n'y aura pas d'aveu. Ça veut dire qu'on ne saura jamais vraiment comment Sandra a été tuée. Concernant le mobile du crime, il y a deux théories. Soit le principal accusé aurait tenté d'abuser de la jeune femme au moment où elle sortait des toilettes de la supérette, et cette dernière ne se serait évidemment pas laissée faire et les choses auraient mal tourné. Ou alors il aurait fait des avances à la jeune femme, des avances qu'elle aurait rejetées, et il aurait de fait été pris de rage face à ce refus, et sous le coup de la colère, il l'aurait frappée et étranglée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une lutte. Sandra s'est battue pour sa vie. Malheureusement, elle ne faisait pas le poids face à cet homme. Si l'accusé refuse catégoriquement d'avouer d'être l'auteur du crime, il concède néanmoins avoir participé au déplacement du corps de la jeune femme. Il avoue aussi être celui qui a ligoté les mains et les pieds de Sandra pour faciliter le transport. Il explique aussi que c'est lui qui a scotché le visage de la victime car il était devenu tout bleu et que cela lui faisait peur. Tout au long du procès, la famille de l'accusé lui adresse un soutien sans faille. À plusieurs reprises, ils n'ont pas hésité à changer leur version des faits pour le couvrir. Le 2 février 2024, le verdict tombe. Shamran est condamné à 20 ans de prison ferme et condamné à une interdiction définitive d'entrée sur le territoire français. Ses complices écopent quant à eux à des peines allant d'1 à 3 années de prison avec sursis. C'est de cette façon que se clôt l'histoire du meurtre de Sandra Binet, cette jeune femme qui s'est trouvée dans un endroit hostile face à un homme qui lui voulait du mal. Je traite rarement des affaires françaises, d'autant plus quand elles sont récentes, mais cette fois j'ai fait une exception car je vous avouerai que j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Sandra. Elle avait vraiment tout pour être heureuse avec sa mère, sa sœur, ses amis. Elle était au début de la vingtaine, cette période de la vie où on entre à la fois dans la vie active, mais où on garde quand même une forme d'insouciance. À cet âge, on a des passions, des aspirations, plein de rêves qui ne demandent qu'à être concrétisés, et ça malheureusement, Sandra en a été privée. Vraiment, à travers les témoignages que j'ai pu lire au sujet de la jeune femme, il en ressort qu'elle était une personne adorable, vraiment gentille, appréciée par les gens qui la côtoyaient au quotidien. Se rappeler de son histoire, aussi dramatique et cruelle soit-elle, peut aussi nous ouvrir les yeux. Ce que je vais vous dire peut paraître alarmiste, mais force est de constater qu'en 2024, de façon générale, nous prétendons être des êtres évolués, mais malgré tout, certains sont capables de perpétrer des actes abominables. De nos jours, au XXIe siècle, se rendre seul aux toilettes dans un endroit aussi banal qu'un supermarché, censé être un lieu sécurisé, peut s'avérer être une question de vie ou de mort. Est-ce que ça ne vous paraît pas complètement fou, dit comme ça ? Si vous avez apprécié, écoutez la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, déjà je vous remercie et dites-moi en commentaire si vous pensez que la peine du tueur vous semble juste ou au contraire qu'elle n'est pas assez sévère. Et aussi, vous est-il déjà arrivé de vous sentir menacé dans un endroit banal de la vie quotidienne ? Je ne sais pas, par exemple un magasin, une salle de sport, au travail ou ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, je vais vous dire de rester toujours sur vos gardes. À bientôt!